BFM Business, le grand journal de New York, Emmanuel Dutheil. Allez, on est toujours en direct du Nasdaq pour ce grand journal en direct de New York avec Anne de Lovinistone pour parler justement de ces grandes écoles françaises. C'est la présidente ici des Amis des grandes écoles françaises à New York. Alors, on a fait un petit peu l'état des lieux, j'ai envie de dire, il y a quelques minutes. Qu'est-ce qui manque à ces fameuses écoles françaises pour être reconnues ici? Alors, vous disiez il y a un instant peut-être le fait qu'elles ne soient pas sous la tutelle du ministère de Valérie Pécresse, qui fait qu'elles n'ont peut-être pas le même poids, la même visibilité. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait qu'une école comme la vôtre, par exemple l'ESSEC dont vous êtes issu, ne soit pas connue ici aux États-Unis ou peu connue? Je crois qu'il y a plusieurs aspects à votre question. Mais la première remarque évidente, quand vous voulez comparer nos grandes écoles aux Ivy League, aux grandes écoles américaines, c'est tout simplement le manque de moyens financiers. Chacune de nos écoles se bat pour boucler ses budgets chaque année. Et leur dépendance vis-à-vis des chambres de commerce en financement public, le faible finalement accès au financement par les anciens rend le financement de ces écoles très compliqué. C'est pour ça qu'ils viennent de temps en temps ici faire aussi des opérations de fundraising, comme on dirait aux États-Unis, donc de levée de fonds aux États-Unis. Voilà, c'est une des raisons. Bon, l'autre aspect, c'est que je pense que nos écoles sont très essaimées, avec des masses critiques qui pour chacune sont faibles. Donc sans doute une réflexion sur le regroupement de nos écoles à travers des pôles de compétences serait adaptée. Et puis la troisième réflexion, je pense qu'on ne s'est jamais placé, enfin on ne s'est pas encore véritablement placé sur le terrain de la compétition globale. Nos écoles ont pensé à être les premières, et ça a toujours été le jeu. Vous le savez, les classements, nos étudiants de grandes écoles qui nous écoutent aujourd'hui le savent bien. Le grand jeu, c'est je suis la première en France, je suis la deuxième, je repasse première. Et bon, on se bat pour des classements français, mais qui n'ont plus aucun sens dans une éducation qui devient globale. Mais donc, comment du coup on pourrait développer cette visibilité en nouant toujours plus de partenariats avec les grandes universités américaines? On est ici à New York, à Columbia, par exemple, pas très loin, Boston, on a Harvard. C'est ça aussi le lot, trouver le bon partenaire, le bon partenariat? Je crois que c'est la voie que vont suivre nos grandes écoles, et je pense que le partenariat, il n'est pas uniquement cross-atlantique, c'est-à-dire franco-américain. Il devient maintenant global. Encore une fois, une école comme l'ESSEC, pour citer la mienne, va avoir un très très fort partenariat avec l'Asie à travers son campus à Singapour, donc capable d'éduquer nos élèves en Asie. Je crois que ça, c'est la voie d'avenir. Partenariat avec l'Asie, mais aussi partenariat avec les États-Unis. Une grande alliance va être bientôt annoncée avec une business school américaine. C'est la voie d'avenir. Une autre école qui fait référence, c'est Sciences Po, qui avait son gala hier, un merveilleux gala, et qui a su allier ses compétences. Avec Jean-Claude Trichet, je crois. Avec Jean-Claude Trichet, qui nous a parlé de sa vision de l'euro. C'était très rassurant, c'était formidable. Très Sciences Po. Et voilà. C'est-à-dire très exposé. Très exposé, tout à fait didactique et sympathique. Et on ressortait de là, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de problème. Aucun problème. Est-ce que les étudiants français, une fois qu'ils sont entrés dans les entreprises, qu'ils ont obtenu ce fameux visa, est-ce qu'ils ont ils sont bien notés, bien vus? Après, est-ce que notre système scolaire, même si on ne le connaît pas, on se dit quand même, ils sont français, donc ils sont bien formés? Alors, moi, je vais répondre deux choses à cette question. Encore une fois, moi, je vais me placer du point de vue entreprise américaine, recruteur. Je rappelle que vous travaillez ici dans une des divisions de Merrill Lynch. Voilà, je travaille ici depuis 16 ans. Donc, moi, traditionnellement, j'ai recruté, en tant que stagiaire notamment, nos élèves des grandes écoles chaque année. J'en ai 2. Et ce qui frappe, c'est l'excellence technique de nos anciens. Et c'est prouvé, c'est reconnu. Ils ont une capacité, notamment au plan mathématique. C'est Napoléon qui a toujours dit qu'on n'avait pas de grande nation sans mathématiques, et la France l'a prouvé. On est capable de former de grands cerveaux en mathématiques. Donc sur nos marchés des dérivés, par exemple, nos anciens sont extraordinairement bien reconnus. Je pense qu'il y a une carence dans l'éducation qu'offrent nos grandes écoles, c'est la capacité à maîtriser l'anglais. Et je pense encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui encore... Alors, je ne le vois pas toujours. Je vois nos anciennes grandes écoles qui sont, par exemple, issues de pays comme le Liban, qui parlent mieux l'anglais que nos vrais ressortissants français. Et traditionnellement, je dirais qu'on a encore cette lacune de parler avec un très fort accent, et ça nous dessert dans toutes les équipes que l'on peut avoir à travers ces sociétés américaines, parce qu'on a quand même ce barrage de la langue qui ne va pas favoriser notre communication et notre progression aussi bien qu'un élève qui sera parfaitement bilingue. Est-ce que la crise a rendu les choses plus compliquées, ou à l'inverse, ça a fait évoluer les choses? On m'a récemment dit que grâce à la crise ou à cause de la crise, les étudiants français qui venaient tenter l'aventure américaine étaient devenus de plus en plus entrepreneurs.
Est-ce que c'est un sentiment que vous avez aussi, Anne de Lovinstone? Moi, je pense que nos étudiants français sont le fruit d'une génération, encore une fois, très globale, qui est une génération qui se sent libre. Je crois que nos élèves français sont très semblables à ceux qu'on rencontre issus des écoles américaines. Ce sont des citoyens du monde. Ils veulent être libres. Ils ont vu les soucis que leurs parents ont rencontrés dans leur vie professionnelle. Ils sont très adaptables, très mobiles, très flexibles. Et donc l'entrepreneuriat, oui, est une des choses, une des composantes de cette liberté qu'ils appellent de tous leurs vœux. Dans quel secteur on retrouve principalement les étudiants français? Dans la banque, où vraiment on les trouve partout? Un petit problème de bête ici, de mouche qui nous embête, mais à part ça. Écoutez, alors nos étudiants français qu'on voit à New York, ils ont un problème fondamental, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le visa, l'obtention du visa. Et avec la crise qu'on a connue aux États-Unis, vous le savez, l'administration américaine a fermé les portes. Il paraît que c'est un peu en train de se rouvrir quand même. C'est un petit peu en train de se rouvrir. Et encore une fois, quand il y a une excellence technique, un de nos anciens qui est capable de montrer qu'il va faire de la recherche à haut niveau en mathématiques sur un campus américain, on lui ouvrira les portes avec beaucoup d'élégance et ils seront très contents d'être là. Tout le monde sera content de les accueillir. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une situation difficile. Donc le seul moyen pour un Français d'accéder au marché new-yorkais, c'est de rentrer dans les sociétés françaises qui vont les appuyer pour cette démarche de visa. Et c'est là qu'on les voit finalement, dans nos grandes banques, sur les marchés, dans nos grandes maisons de luxe, où ils font des carrières souvent très remarquées ici. Mais c'est plus difficile pour eux d'accéder au groupe américain s'ils ne passent pas par la case visa en épousant un local ou en faisant un diplôme américain qui vient renforcer leur diplôme de grande école française. Vous qui représentez les amis ici des grandes écoles, vous avez l'impression qu'il y en a toujours plus de Français qui restent ici, qui s'installent, parce qu'il y a un turnover gigantesque, notamment à New York. Apparaît-il ce délai de 3 ans. Si on le passe, on reste une partie de sa vie ici aux États-Unis. Comment vous voyez les choses évoluer? Alors moi, je vois une population étudiante française qui s'est remise à aimer les États-Unis. Je veux dire, en 2003-2004, au moment de la crise irakienne, et je vous disais que c'est ce qui a motivé notre création du regroupement des grandes écoles, on a vu quand même un désintéressement par rapport à ce marché américain. Aujourd'hui, moi, je vois un engouement très très fort de la part de nos étudiants qui sont de plus en plus poussés par les grandes écoles, comme vous le savez, à faire une année abroad, à briguer un stage aux États-Unis. Et beaucoup d'entre eux ne rêvent que d'une chose, c'est de rester. Donc je pense que ça n'a pas changé. La Chine, l'Asie, bien sûr, attirent des jeunes, mais ils sont quand même convaincus que la globalisation, elle passe par les États-Unis. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était Anne de Lovinstone qui dirige donc l'association des Amis des grandes écoles ici à New York. C'est le Grand Journal.